Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. C'est assez étrange. Ici, je fais mon rêve et je le retrouve une semaine plus tard sous un air de copier-coller dans le message que l'ambassadeur américain Peter Henry Barlerin adresse au président Paul Biya. Là, je suggère une alliance Joshua Oshi, Maurice Kamto, Cabral Liby, susceptible de faire bouger les lignes. Voilà subitement Akere Mouna qui parle de tractation en vue d'une coalition de ce type. C'est très bien, pourvu que ça marche. Je demande juste les droits d'auteur et les primes de suggestion. Plus sérieusement, aujourd'hui, je me suis intéressé à l'engagement de Samuel Eto'o-Fils dans la crise anglophone. Mais avant d'y arriver, je vais effectuer un petit détour chez ces conseillers du président Paul Biya qui ne servent pas à grand-chose. Dans le fonctionnement d'une république comme la nôtre, version tropicalisée de celle de la France, le pôle politique, économique et communication constitué autour du président, comprenant entre autres le secrétaire général de la présidence, ses adjoints, le directeur du cabinet civil, les conseillers spéciaux, le chef de l'état-major particulier et éventuellement bien d'autres proches, est censé aider au quotidien le chef de l'État dans la détermination des décisions importantes relatives à la gestion de la nation. Les personnes composant ce cercle restreint ont un accès direct chez le président. Dans la forme, c'est à peu près cela. Dans la pratique quotidienne, je ne sais pas. Il y en a qui sont là depuis des décennies, légèrement moins âgés que leur patron, comme Jean Fouman Akam, et d'autres, relativement nouveaux, plus jeunes, comme Luc Sinjun, qui, après la sortie très remarquée de l'ambassadeur américain à Yaoundé, s'est cru obligé d'en faire une, lui aussi. Ces hommes font partie des rares personnes qui ont le privilège de parler à l'oreille du président. S'ils avaient fait depuis longtemps le travail pour lequel ils bénéficient des avantages liés à leur fonction, mon ami Luc Sinjun, le pauvre, se serait certainement épargné une sortie aussi inutile qu'improductive, avec des convictions auxquelles on voit manifestement qu'il n'y croit pas lui-même. S'il m'avait été donné, moi, l'opportunité d'être le conseiller spécial du président de la République, je me serais servi depuis longtemps de cette exceptionnelle posture pour, entre autres, je dis bien entre autres, orienter le président Paul Biya vers des actes fondateurs d'une importance que je trouve absolue, qui aurait fait du Cameroun un pays émergent aujourd'hui, et pas seulement. En le conseillant, par exemple, d'envoyer les nombreux Camerounais à travers le monde étudier les techniques de détection de nos multiples richesses pour les uns, acquérir le savoir nécessaire à leur exploitation dans le sens large et long du terme pour les autres. Parce que si cela avait été fait depuis longtemps, malgré les accords mortifères qui nous lient à la France, nous serions en train de faire nous-mêmes l'inventaire de nos richesses, de les sortir de nos sous-sols, sols et fonds de mer, la question du financement étant un détail, de transformer tout ou une partie sur place pour en faire des produits finis ou semi-finis de façon industrielle ou artisanale. Nous serions en train de les rentabiliser nous-mêmes au bénéfice de nos concitoyens et des caisses de l'État. Avec ce que cela entraîne comme incidence positive immense sur les emplois et la solidité de notre économie. Sans oublier une relative redistribution de la valeur ajoutée issue de ce travail.
nous aurions procédé ainsi, que nous ne serions pas là aujourd'hui en train de parler d'un diable qui frappe à nos portes. En fait, on ne se rend même pas compte qu'il est déjà dans la maison depuis quelque temps. Et donc, en fait, voilà, la nature ayant en horreur le vide, nos vrais ennemis ont constaté que nous avons des ressources naturelles et autres minéraux dont nous ignorons parfois l'existence et que eux découvrent. Comment s'étonner que nous en soyons arrivés là, lorsque ce sont les autres qui, grâce à leurs connaissances et outils techniques, viennent nous apprendre que nous avons des richesses chez nous, en avançant des chiffres et des quantités que nous sommes incapables de vérifier. Ils se rendent bien compte que nous apparaissons en plus comme incapables de les exploiter nous-mêmes et s'octroient donc la priorité de le faire, d'acheter nos matières premières à vil prix et de revenir nous vendre les produits finis à des prix exorbitants. Punaise, pas besoin d'avoir un prix Nobel en économie pour comprendre que nous ne pouvons pas nous en sortir dans ces conditions-là. C'est juste une question de bon sens. Ce que nous aurions dû faire depuis longtemps, parce que nous pouvions le faire et que les autres font depuis la nuit des temps, nous ne l'avons pas fait. Les Occidentaux ont implanté des usines chez eux qui tournent avec nos matières premières. Si nous leur coupons leurs sources d'approvisionnement, leurs usines s'arrêtent de tourner. Et c'est le désastre chez eux. Pourquoi pensez-vous qu'ils ramènent systématiquement chez eux les produits bruts qu'ils prennent chez nous, à votre avis? Parce que c'est ce travail de transformation qui donne l'essentiel des emplois à leurs concitoyens et qui nous pousse, nous, à aller nous faire esclavagiser, mourir en Libye ou sur ses côtes, sur le chemin qui mène chez eux, parce qu'on va y gratter un travail qui aurait dû être créé chez nous. Et la question d'emploi en Occident est absolument vitale, voyez-vous. Ils sont prêts à tout pour garantir ces sources d'approvisionnement. C'est donc une guerre sans merci qu'ils nous livrent depuis la nuit des temps, en nous utilisant les uns contre les autres. Et comme des cons, nous nous y engouffrons à l'image d'un groupe de chimpanzés qui avait fait l'objet d'une étude de comportement de groupe dont parle Bernard Werber dans son livre « Nous les dieux ». Ce qui se passe dans la partie anglophone est symptomatique à plus d'un titre. Il faut savoir qu'il n'y a aucun Américain, aucun Français, aucun dignitaire du régime de Yaoundé qui a péri dans ce conflit. Ce sont nos pauvres, valeureux militaires, nos compatriotes, civils, toutes tendances confondues, beaucoup d'innocents qui meurent par des armes et des munitions fabriquées par ceux qui pillent nos richesses ou les convoitent. Vous pigez le truc ou pas encore? Sinon, je vais le dire autrement. Nous aurions pu éviter ce désastre naissant si on avait procédé, comme je l'ai décrit précédemment, à l'émergence d'un Bernard Djonga qui nous montre tous les jours le chemin de la plus grande richesse que nous avons, la terre, notre mamelle nourricière. Il eût fallu favoriser l'émergence des Aliko Dangote et Niki Oppenheimer, camerounais. Eux qui ont bâti dans leur pays, le Nigeria et l'Afrique du Sud, respectivement, des empires d'exploitation des ressources naturelles et minérales de leur pays qui vont de leur extraction du sol, du sous-sol et des fonds de mer aux produits finis en passant par toutes les successives étapes de leur transformation. C'est la clé de voûte de la solidité économique d'un pays, de la création d'emplois innombrables avec pour corollaire
le bien-être des populations lorsque les fruits de la plus-value sont mis au service du bien commun et non dans les poches béantes et les comptes offshore des voleurs de la République. Aujourd'hui, le conflit en zone anglophone a atteint un niveau où ceux qui, hier, étaient d'accord avec un slogan des plus démagogiques du genre la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, à la suite duquel on pourrait ajouter le football aux footballeurs, ne se sont pas gênés pour manger leur slogan et appeler le soldat Samuel Eto'o-Fils à la rescousse. Le pauvre. Si cela peut faire bouger les lignes, et je pense que c'est notre souhait à tous, ce serait magnifique. Ce serait magnifique d'abord pour Samuel Eto'o. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis sa carrière depuis toujours. Je ne connais pas tous les millions d'anonymes qui, sans doute, aiment leur pays, le Cameroun, comme jamais. Mais de ce que j'ai observé chez Eto'o, j'ai rarement vu un homme qui aime autant son pays que lui et ses compatriotes avec. C'est pour cet amour pour le pays, c'est pour cette générosité de cœur à l'endroit de ses compatriotes qu'il a accepté cette mission à haut risque, sans se poser des questions, sans se soucier un seul instant des conséquences sur le reste de sa carrière, voire même sur sa vie. En acceptant cette mission, Samuel Eto'o a parlé avec son cœur, une caractéristique propre aux grands hommes, et de ce point de vue, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est un grand homme, un très grand homme. Après, si ça ne marche pas, ça ne changera rien sur l'ensemble de l'œuvre de notre icône nationale. Une œuvre qui est loin, très loin d'être terminée. Si je parle de lui avec autant d'enthousiasme et que je lui passe une brosse à reluire, c'est parce que, comme Yannick Noah, Manu Dibango, Albert Roger Miller, Richard Bona, etc., il fait partie de ces rares hommes qui nous donnent encore la fierté d'être Camerounais. Rien à voir avec nos hommes politiques qui ont choisi ce métier, non pas pour servir les populations, mais pour se servir. Cela me fait penser à des images que j'ai vues sur la toile et qui m'ont fait beaucoup sourire. En Ukraine, lorsque les populations sont mécontentes de la politique menée par des élus rendus coupables de corruption ou de malversations diverses, elles prennent ces derniers en otage et vont les jeter symboliquement dans des bacs à déchets, tout simplement pour leur signifier ce qu'ils sont, des ordures. Ça, c'est en Ukraine. Au Cameroun, j'ai cherché dans le dictionnaire de la langue française ce que sont nos hommes politiques. Je n'ai pas trouvé. Dans ma langue maternelle, oui. Mais mon éducation m'empêche de sortir cela. Mesdames, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir à tous.